En 1920, un scientifique de Harvard a placé des rats dans un labyrinthe avec 2 sorties. Un chemin était bien éclairé, mais électrifié. L'autre était sombre mais sûr. Le rat a essayé la sortie lumineuse. Il a reçu une décharge électrique. Il a réessayé. Il a reçu plusieurs décharges électriques. Il a fallu 165 tentatives douloureuses, mais il a finalement appris à prendre le chemin sombre. 15 ans plus tard et 30 générations plus tard, les rats n'avaient besoin que de 20 tentatives. Ils devenaient plus intelligents. La solution a été transmise génétiquement. Cela n'est pas censé arriver. Un scientifique en Écosse a essayé la même expérience avec un groupe de rats complètement différent. Ces rats ont eu besoin de 25 essais dès le départ, comme s'ils connaissaient déjà la réponse à l'énigme. Le savoir avait traversé l'océan, et personne ne pouvait expliquer comment. Le lamarckisme, ou l'hérédité lamarckienne, est l'idée qu'un organisme peut transmettre les compétences qu'il a acquises au cours de sa vie, comme un rat apprenant à éviter les chocs électriques ou un humain apprenant à lancer un ballon de football américain. La théorie porte le nom du zoologiste Jean-Baptiste Lamarck, qui l'a proposée en 1809, et la théorie est censée être fausse. La biologie classique soutient que seules les caractéristiques sont héritées, pas les connaissances. La couleur des yeux, l'intelligence, les allergies, mais pas la connaissance, pas l'information. Le psychologue de Harvard William McDougall a testé cette théorie en 1920. Le dispositif était simple, des rats et un labyrinthe aquatique. Il a utilisé des rats Wistar, courants dans les laboratoires, parce qu'ils sont génétiquement identiques. Parfait pour cette expérience. Le labyrinthe avait 2 sorties. L'une était très éclairée et facile à trouver. L'autre sortie était sombre. La sortie éclairée donnait une décharge électrique. La sortie sombre était sûre, et McDougall a ajouté une complication. La sortie éclairée bougeait. Parfois, elle était à gauche, parfois à droite. Les rats ne pouvaient donc pas retenir une direction et devaient apprendre une règle. Éviter la lumière. Donc les enfants, allez vers la lumière. Il y a la paix et la sérénité dans la lumière. Les rats évitent naturellement l'obscurité et nagent vers la sortie visible comme tout animal le ferait. Vous aussi, c'est ce qui s'est produit. Les rats de McDougall ont nagé vers la sortie lumineuse. Ils ont reçu une décharge, sont revenus en arrière, ont réessayé et ont encore reçu une décharge, parfois plus de 300 fois. En moyenne, la première génération a mis 165 essais avant de comprendre que l'obscurité signifiait la sécurité. La lumière signifiait la douleur. McDougall a ensuite fait reproduire les rats et tester leur progéniture. Mais il a choisi les parents au hasard. Il ne sélectionnait pas les plus intelligents. Il choisissait 2 rats au hasard et plaçait leur progéniture dans le labyrinthe pour observer leur comportement. Et selon la biologie classique, la nouvelle génération devrait repartir de 0. Il devrait faire en moyenne 165 essais. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La deuxième génération a fait mieux, 141 essais en moyenne. La troisième génération, 118. À la 8e génération, les rats faisaient en moyenne 56 essais. Puis, McDougall a remarqué quelque chose d'étrange. L'amélioration ne ralentissait pas. En fait, elle s'accélérait. 8 générations de plus. La moyenne est descendue à 41. Encore 8, on est descendu à 29. À la 30e génération, les rats résolvaient le labyrinthe en seulement 20 essais. Ce qui avait pris 165 tentatives à leurs ancêtres, ils l'ont maîtrisé en 20. Ils apprenaient de la même tâche 8 fois plus vite. McDougall a voulu briser le schéma. Il a séparé sa colonie et commencé à sélectionner des rats lents à apprendre, faisant s'accoupler les moins performants de chaque génération. Ces rats auraient dû rester lents ou même empirer. Mais eux aussi sont plus rapides. Même taux d'amélioration que la lignée issue d'accouplement aléatoire. Les apprenants les plus lents produisaient une descendance qui apprenait plus vite que leurs parents, génération après génération. McDougall a publié ses résultats avec soin. Aucune affirmation extravagante, aucune déclaration révolutionnaire, juste les données. 30 générations, des milliers de rats, chaque essai documenté. Il a mentionné dans ses notes privées qu'il semblait que Lamarck avait peut-être eu raison. Les compétences pouvaient être héritées. Mais la génétique ne fonctionne pas comme ça. Sauf qu'ici, c'était bien le cas, cela se produisait dans son laboratoire. Les rats héritèrent de quelque chose. Pas des gènes, pas de l'entraînement. Ils héritaient de la capacité à résoudre un problème que leurs parents avaient appris à résoudre à travers la douleur et la répétition. Quoi qu'il se passe, ce n'était pas génétique,
Parce que non seulement des compétences étaient transmises à travers les générations, mais elles étaient aussi transmises à toute l'espèce, et cela partout dans le monde. F.A.E. Crew était un généticien à Édimbourg, un pionnier de la génétique animale. Il pensait que McDougall était négligent, alors en 1923, il a mis en place sa propre expérience pour le prouver. Il a utilisé le même labyrinthe aquatique, les mêmes rats Wistar, seuls les gènes différaient. Mais il a aussi ajouté un groupe témoin, quelque chose que McDougall n'avait pas fait. Il avait une lignée de rats entraînés et une lignée non entraînée. Là oui, on a un vrai duel de geeks. Dans un coin, portant une veste en tweed et des lunettes à monture épaisse, se trouve le psy William McDougall, alias le psychosocial, alias Freud Raj. Et dans l'autre coin, portant aussi une veste en tweed et des lunettes à monture épaisse, se trouve la généticienne de l'équipe FAE, alias le phénotype fou, alias Jens Wilder. Bienvenue dans la mêlée de l'ADN. Préparez-vous à la bagarre. Cruel pensait que ces rats entraînés maîtriseraient le labyrinthe en une vingtaine d'essais, ce qu'ils ont réussi. Les rats non entraînés, eux, auraient dû en moyenne en faire 165. Ils ont fait en moyenne 25 essais. Il a fallu 30 générations aux rats de McDougall pour venir à bout du labyrinthe. Ces rats n'avaient aucun lien génétique avec les précédents, et ils n'ont eu besoin que de 25 essais dès le premier jour. W.E. Agar, un scientifique de l'université de Melbourne, a mené une étude similaire pendant 20 ans. Même résultat. Entraînés et non entraînés, apparentés et non apparentés. Différents laboratoires, différents pays. Cela n'avait pas d'importance. La connaissance se répandait à travers toute l'espèce. Mais il n'y avait pas que les rats. Le lait était autrefois livré devant les portes, en bouteille de verre avec capsule aluminium. Je n'arrive pas à croire que je sois assez vieux pour m'en souvenir, mais c'est vrai. En 1920, à Southampton, en Angleterre, les mésanges bleus ont appris une chose utile sur le lait. Attendez. Oh mince! Tu viens de dire une mésange bleue? Oui, parfois on les appelle des mésanges bleus, mais techniquement ce sont... Mésange bleue? D'accord, s'il te plaît, arrête de le dire. Bleu? Hé, on va parler de mésange bleu et de lait pendant un moment. Nous sommes... Oh bébé, c'est le matin de Noël et le Père Noël a été généreux avec papa. Voici ce que les oiseaux... Mésange bleu? Voici ce qu'ils ont en fait appris sur le lait. Percer la capsule en aluminium, buvez la crème. Ce comportement s'est répandu dans toute la Grande-Bretagne. Dans les années 1940, ils le faisaient tous. Vas-y. Chaque mésange bleu le faisait. Tu as des histoires sur des nichons bleus ou des seins turquoises? Non, Quelques paires de seins, des pointes bleues lavande, des melons de minuit? non, Des nichons en jean, des airbags saphir? ça suffit. Je n'arrive pas à respirer, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à être humain. En fait, les oiseaux semblaient s'observer et apprendre ce tour entre eux. Puis la Seconde Guerre mondiale est arrivée. Tout l'aluminium servait aux avions, il n'y avait plus de capsules. Ils utilisaient du bois ou des métaux moins chers ou plus durs. Bleu. Les mésanges ne pouvaient pas passer. Ils ne vivent que quelques années, donc à la fin de la guerre, tous les oiseaux ayant jamais percé un bouchon étaient morts. Toute la génération qui connaissait l'astuce avait disparu. Mais quand les capsules en aluminium sont revenues, les mésanges bleus les perçaient encore. Des oiseaux qui n'avaient jamais vu cette astuce, partout en Grande-Bretagne, tous en même temps. Ce n'était ni la génétique, ni la mémoire, ni l'observation. C'était une compétence d'une certaine manière encodée dans l'espèce elle-même. Mais cela peut aussi arriver à des choses non vivantes, en particulier les cristaux. Lorsque les chimistes synthétisent un nouveau composé, il peut falloir des mois ou des années pour le faire cristalliser pour la première fois. Différentes températures, différents solvants, différentes pressions. Les molécules refusent de s'organiser, ne formant aucun motif, jusqu'au jour où elles le font. Et puis, quelque chose d'étrange se produit. Un composé qui a résisté à la cristallisation pendant des décennies se met soudainement à cristalliser partout. Sur Terre. La glycérine est restée liquide pendant des siècles, sans pouvoir être cristallisée. En 1867, le contenu d'un tonneau s'est cristallisé lors de son transport à Vienne.
Après cela, la glycérine s'est cristallisée facilement partout. Le xylitol, même histoire. Des décennies d'échecs, puis un succès, puis des réussites partout. Des rats, des oiseaux, des cristaux. En fait, il se transmettait des comportements partout dans le monde. Quelque chose devait transporter cette information, quelque chose d'invisible et incompris. En 1981, un jeune scientifique de Cambridge a découvert une régularité. Non seulement les espèces pouvaient transmettre des informations partout dans le monde, elles pouvaient aussi transmettre des informations à travers le temps. En 1973, Rupert Sheldrake était dans son laboratoire à Cambridge, observant un plant de haricots, et faisait quelque chose que la biochimie jugeait impossible. Oui, attends. Le gars s'appelait Rupert Sheldrake. Oui, pourquoi? Ce nom va te coûter une fortune en argent de poche pour le déjeuner. Ouais, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup d'intimidation à Cambridge. Oh, réveille-toi, humain. Les humiliations sont universelles. Je parie que même Stephen Hawking a dû parfois manger ses propres petits slips. Il restait assis là toute la journée. Bref, les plants de haricots sont comme des lianes. Ils ne tiennent pas debout tout seuls. Ils ont besoin d'une structure pour s'enrouler autour. Un mur, une clôture, un arbre. Ils cultivaient des plantes dans des pots avec de petits tuteurs en bois. Toujours la même méthode. La plante germe, pousse vers le tuteur et commence à grimper. Mais ce plant de haricots en particulier faisait quelque chose de très étrange. Elle poussait vers un tuteur qui n'était pas encore là. Elle poussait vers l'endroit où le tuteur serait dans le futur. Maintenant, Sheldrake était un scientifique sérieux. Bourse à Cambridge, Harvard, doctorat en biochimie, directeur des études à 31 ans. Ses recherches sur les hormones végétales sont toujours présentes dans les manuels. Mais cette plante de haricots le dérangeait. Les plantes n'ont pas d'yeux, elles n'ont pas de système nerveux. Le tuteur ne serait installé que dans 2 jours. Et pourtant, le haricot modifiait déjà sa façon de pousser. Il se préparait déjà à grimper sur quelque chose qui n'existait pas encore. Il avait déjà vu cela, des milliers de fois. Tous les biologistes l'avaient vu. Ils n'en parlaient tout simplement pas. L'ADN ne contient en réalité pas le plan de ce que devient un organisme. Un gland possède le même ADN dans chaque cellule, mais ces cellules deviennent des racines, des feuilles ou des branches. Elles s'organisent seules pour former un arbre sans que personne ne sache vraiment comment. Pensez à l'ADN comme à des briques de Lego. Un coffret Star Wars et un coffret château utilisent exactement les mêmes pièces. La seule différence, c'est la forme finale. Une mouche à fruits, une banane, même un être humain partage la plupart du même ADN, mais ils se développent en organismes complètement différents. La forme finale n'est pas dans l'ADN, quelque chose d'autre guide le processus. Un soir, en rentrant chez lui le long de la rivière Cam, Sheldrake a eu un moment de clarté. Eh bien, peut-être que la nature a une mémoire. Lorsqu'un système s'organise, qu'il s'agisse de la formation d'un cristal, de la croissance d'une plante ou de l'apprentissage d'un animal, il crée ce que Sheldrake appellerait un champ morphique, une mémoire dans la nature. Un système similaire peut entrer en résonance avec ce champ et accéder à cette mémoire. C'est-à-dire un oiseau qui apprend à percer la feuille d'aluminium, des cristaux qui apprennent à se former, et plus cette mémoire est sollicitée, plus elle devient forte. Et cela influence tout ce qui vient après, à travers l'espace et le temps. Aucune connexion physique n'est nécessaire, parce que cette mémoire fait désormais partie de la nature, de toute la nature, partout, pour toujours. En 1974, Sheldrake s'est installé en Inde pour travailler dans un institut agricole. C'était son activité principale. Il passait ses nuits dans un monastère. Et pendant 18 mois, entre les prières et la méditation, il a écrit un livre proposant que l'univers possède une mémoire. Il l'a appelé une nouvelle science de la vie. Il l'a publié en 1981. La revue scientifique la plus importante du monde a réagi en appelant à brûler son livre. La théorie de la résonance morphique a coûté sa carrière à Rupert Sheldrake, et, quelques années plus tard, elle a failli lui coûter la vie. En
En septembre 1981, John Maddox, rédacteur en chef de Nature, alors la revue scientifique la plus prestigieuse du monde, a écrit un éditorial sur le livre de Sheldrake. Il l'a qualifié de meilleur candidat à être brûlé qu'on ait vu depuis de nombreuses années. Nature publie des lauréats du prix Nobel, Einstein, Watson et Crick, Darwin. Appeler à brûler un livre était sans précédent dans l'histoire moderne de la revue. Maddox a comparé le livre au Mein Kampf d'Hitler et à son potentiel de nuisance. Il ne disait pas que Sheldrake avait tort, il disait qu'il était dangereux. Maddox a même dit « Sheldrake n'est pas un véritable théoricien scientifique. Ce n'est même pas une théorie, c'est un exercice de pseudoscience. » La théorie de Sheldrake n'est pas scientifique. Sheldrake avance des idées marginales au lieu de faire de la science. Et cela peut être condamné, mais c'est exactement le langage que les papes utilisaient pour condamner Galilée. Et pour les mêmes raisons, c'est de l'hérésie. Les professeurs intéressés par la résonance morphique se sont tus. Les doctorants ont été dissuadés de s'en approcher. Les financements de recherche se sont taris. Mais plus l'establishment attaquait Sheldrake, plus de gens lisaient son travail. L'éditorial appelant à brûler le livre a fait du livre de Sheldrake un best-seller. Il est devenu du jour au lendemain le biologiste dont on parlait le plus en Grande-Bretagne. Pas pour la science, mais pour la tentative de la supprimer. Mais la pire attaque contre Sheldrake n'était pas intellectuelle. Le 2 avril 2008, il donnait une conférence à Santa Fe. Un homme dans le public a foncé sur la scène avec un couteau. Il a poignardé Sheldrake à la jambe, puis la sécurité l'a plaqué au sol. L'assaillant a déclaré à la police, et à un journaliste par la suite, que Sheldrake l'utilisait comme sujet dans des expériences de contrôle mental télépathique. Depuis 5 ans. La blessure était grave, mais Sheldrake s'est rétabli. Quelques jours plus tard, toujours avec un déambulateur, il a donné une conférence « Science et espoir ». En mars 2013, Sheldrake a donné une conférence TEDx intitulée « The Science Delusion ». Il a contesté ce qu'il nommait les 10 dogmes de la science moderne. Que la nature est mécanique, que la matière est inconsciente, et que l'esprit n'est rien d'autre qu'une activité cérébrale, ce genre de choses. TED a retiré la conférence de leur chaîne YouTube. Des blogueurs ont mené une campagne contre cela. TED a consulté ce qu'ils appelaient un comité scientifique, mais sans jamais révéler ses membres. La conférence traitait du dogmatisme scientifique. Eh bien, la réponse a été une censure dogmatique. Mais les tentatives de faire taire Sheldrake se retournaient toujours contre leurs auteurs. La conférence TED interdite a été visionnée des millions de fois ailleurs. L'agression au couteau a fait la une internationale. Chaque attaque incitait plus de gens à s'interroger. De quoi ont-ils si peur ? Puis un diffuseur de télévision britannique a eu une idée. Ils allaient tester la résonance morphique à la plus grande échelle jamais tentée. 2 millions de personnes allaient tester cette théorie en direct à la télévision. En 1984, la télévision britannique a réalisé une expérience en diffusant une énigme visuelle où il fallait fixer des points aléatoires pour faire apparaître une image. 2 millions de personnes ont participé. Les chercheurs ont ensuite testé des personnes n'ayant pas vu l'émission. Certaines étaient dans différentes villes, d'autres dans différents pays. Elles ont résolu cette énigme spécifique plus rapidement qu'un groupe témoin testé avant la diffusion. Et pas juste un peu plus rapidement, beaucoup plus rapidement. Ces 2 millions de personnes qui ont regardé l'émission ont donné à la nature une nouvelle mémoire, une solution à cette énigme. Sheldrake a dit que cela pourrait s'appliquer aux mots croisés. Il a dit que les mots croisés devraient devenir plus faciles à résoudre au fil de la journée. À mesure que de plus en plus de personnes résolvent l'énigme, elles créent et renforcent une mémoire morphique. Cette nouvelle mémoire rend l'énigme plus facile pour ceux qui la résolvent pour la première fois. C'est sans doute pourquoi je suis si doué avec les femmes. Je ne sais même pas. Les hommes Mariotti, historiquement, ont des scores qui rendraient même Wilt Chamberlain jaloux. D'accord, dégoûtant, merci. Grand Intervention. Certains journaux ont testé la théorie du puzzle. Le London Evening Standard a constaté que leur puzzle était résolu 20% plus vite le soir, après que des milliers de personnes ont passé la journée à les résoudre. Il y a aussi l'effet Flynn. Depuis les années 1920, les scores de QI ont augmenté dans le monde entier d'environ 3 points par décennie. Chaque génération obtient de meilleurs résultats que la précédente au même test. Les experts l'expliquent par une nutrition, une éducation et des compétences aux tests améliorés. Mais on observe des progrès,
même dans les tests de reconnaissance de formes indépendants de l'éducation. La résonance morphique dit, à mesure que plus d'humains maîtrisent des tâches cognitives, ces tâches deviennent plus faciles pour tout le monde. Les études les plus connues de Sheldrake portent sur les chiens. Il a documenté plus de 200 cas de chiens qui vont à la porte ou à la fenêtre lorsque leur propriétaire décide de rentrer à la maison. Pas quand ils rentrent à la maison, mais quand ils décident de le faire. Les propriétaires rentraient à des heures aléatoires dans des véhicules inconnus. Les chiens savaient, quand même. Un chien, un terrier nommé JT, a été testé plus d'une centaine de fois. Dans 10 secondes après le départ de son propriétaire, JT allait à la fenêtre dans 85% des cas. Le propriétaire était à environ 6,5 km. Ensuite vient la sensation d'être observé. Rupert Sheldrake a mené 25 000 expériences. Les sujets devaient deviner si quelqu'un les regardait derrière eux. Ils ont deviné correctement dans 55% des cas. Ça devrait être 50%. Maintenant, 5%, ça peut ne pas sembler beaucoup. Mais avec un échantillon aussi énorme, c'est significatif. Nous avons tous déjà ressenti que quelqu'un nous observait, pas vrai ? Le livre Lifetide, publié en 1979, parle des singes de l'île de Koshima. L'un d'eux a appris à laver des patates douces dans la mer. Les autres singes l'ont imité. Après qu'une centaine de singes aient appris l'astuce, des singes d'autres îles ont aussi commencé à laver des patates douces. Tout comme les rats de McDougall, eh bien, le savoir avait traversé l'océan. Des rats et singes s'enseignent mutuellement sur différentes îles, chiens et plantes prédisent l'avenir, et des gens résolvent des énigmes plus vite au fil de la journée. J'aime juste les mésanges bleus et le lait. D'accord. Hey, Luke Skywalker n'a-t-il pas bu ce truc dans le dernier Jedi? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais entendu parler de ce film. D'accord, ça me va. J'adore le concept de résonance morphique, mais est-ce que c'est vrai? Commençons par les mauvaises nouvelles. Cette histoire de singe est entièrement inventée. Bly Watson a pris de vraies observations de primatologues et y a ajouté un peu de fiction pour s'amuser. Les cristaux ont aussi une explication conventionnelle. Quand des scientifiques synthétisent, pour la première fois, un nouveau composé, ils résistent à la cristallisation. Les autres y arrivent ensuite plus facilement. Sheldrake dit que ce sont les champs morphiques. Les chimistes disent que ce sont des germes cristallins, des traces microscopiques sur les vêtements, dans les barbes, sur le matériel partagé qui voyage entre les laboratoires. Et une fois que les cristaux existent quelque part, ils existent partout. Aucun champ mystérieux n'est requis. Celle-là, j'ai du mal à y croire, mais c'est la position officielle de la science. Les mots croisés et expériences télévisées sont intéressants, mais leurs effets sont faibles et les méthodes contestées. Donc, c'est incertain. Ce n'est pas la preuve irréfutable que Sheldrake cherche. Mais ensuite, il y a les rats. Les données de McDougall sont réelles. Crew l'a reproduit. Agar l'a reproduit sur un autre continent. Les rats sont devenus plus intelligents au fil des générations, sans aucun contact physique. Les critiques l'expliquent ainsi. Les premières générations de rats étaient stressées par des chercheurs inexpérimentés qui ne les manipulaient pas correctement. À mesure que les chercheurs maîtrisaient mieux la manipulation, les rats réussissaient mieux le test. Je pense que les sceptiques passent à côté, surtout vu ce qui a été découvert des décennies après la mort de McDougall. L'épigénétique. Cela montre que les caractères acquis peuvent marquer chimiquement l'ADN et transmettre des informations à la descendance. Donc, l'effet pourrait être réel. La cause, nous ne la connaissons toujours pas. Les chiens anticipant le retour de leur propriétaire est le travail publié le plus solide de Sheldrake. Les critiques ont relevé des problèmes méthodologiques, mais les défenseurs ont reproduit les résultats. Ce sujet fait toujours débat, et chaque propriétaire de chien a son avis. Voici maintenant le problème central que les sceptiques utilisent. La résonance morphique nécessite un transfert d'informations sans coût énergétique, et cela viole la loi de conservation de l'énergie. La physique a des règles. Mais pas toute la physique, pas la physique quantique. Deux particules séparées par n'importe quelle distance, une pièce, une galaxie, ça n'a pas d'importance. Elles réagissent immédiatement l'une à l'autre. Cela a été confirmé dans les années 1980. C'est un transfert instantané d'informations qui ignore la loi de conservation de l'énergie et la vitesse de la lumière. Personne ne sait comment ça marche. Dans les années 1930, Carl Jung a proposé un inconscient collectif, un réservoir partagé de l'expérience humaine qui se trouve sous la conscience individuelle.
Le physicien David Bohm a dit que tous les points de l'espace sont fondamentalement connectés. Erwin Schrödinger, l'un des architectes de la mécanique quantique et célèbre pour le chat, a soutenu que la conscience individuelle n'est qu'une illusion, qu'il n'existe qu'un seul esprit. Max Planck, Nikola Tesla, Albert Einstein sont tous arrivés au même point à partir de directions complètement différentes. Certains grâce aux mathématiques, d'autres en observant des rats apprendre à parcourir des labyrinthes, d'autres encore par la théorie quantique. Ils ont tous observé l'univers et sont arrivés au même mot. Connecté. Du coup, les lois de la nature sont peut-être immuables, inscrites dans la réalité avant la première étoile. Ou peut-être que l'univers crée des souvenirs qui se renforcent par la répétition, évoluant sans cesse. Nous ne pouvons pas le prouver dans un sens ou dans l'autre. Mais il y a un fait scientifique que personne ne peut nier. Il y a très longtemps, chaque atome de votre corps était relié à chaque autre atome de chaque autre personne sur Terre. Chaque atome de votre corps était relié à chaque atome de chaque animal, de chaque plante, de chaque roche et de chaque planète dans l'univers. Et si les plus petites choses de l'existence restent connectées les unes aux autres, quelle que soit la distance, agir comme si les autres étaient séparés de vous n'est pas juste un manque de gentillesse. C'est non scientifique. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je m'appelle AJ, lui c'est Ecklefish. C'était The Y-Files. Si vous vous êtes amusé ou si vous avez appris quelque chose, mettez un like, abonnez-vous, commentez et partagez. Tout ça nous aide vraiment. Et comme la plupart des sujets qu'on traite sur la chaîne, celui d'aujourd'hui a été recommandé par vous. Pour proposer ou approfondir une histoire, allez sur theyfiles.com/tips. Rejoignez-nous sur Discord ou par email. Envoyez un message. Il y a plein de façons de nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées de sujets. Et n'oubliez pas, The Y-Files est aussi un podcast. Vous pouvez nous emmener partout. Vous pouvez écouter les mêmes vidéos que nous diffusons ici. Et il y a aussi du contenu bonus, comme des choses qui ne sont pas autorisées ici. Ça s'appelle The Y-Files Opération Podcast et c'est disponible partout. Si vous écoutez sur une plateforme audio, merci d'appuyer sur les boutons. Suivez, mettez un like, une bonne note ou une étoile. Cela fait vraiment une grande différence et je vous en serai reconnaissant. Maintenant, si vous avez besoin de plus de The Y-Files dans votre vie, laissons simplement... Tu as gâché ma blague, mon pote. Si tu as besoin de plus de The Y-Files dans ta vie, va voir notre Discord. Tu sais combien de personnes il y a là-bas ? D'accord, donne-moi une seconde, je termine. Ils sont environ... Je le laisse. Il y a environ 100 000 membres sur Discord, donc il y a toujours quelqu'un pour discuter des mêmes sujets étranges que ceux dont on parle ici. C'est une super communauté, amusante et gratuite à rejoindre. Et en parlant de 24 heures sur 24, assurez-vous de... C'est dingue, il se débat comme un poisson sur le pont d'un bateau. Ça va mon pote ? Ouais. Découvrez notre diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur The Y-Files Backstage via le lien ci-dessous. On enchaîne les épisodes avec du contenu amusant entre eux. La discussion en direct est hilarante. Les gens là-bas ont créé une communauté incroyable. Si vous aimez les histoires que je raconte sur The Y-Files, allez voir mon autre émission sur la chaîne qui s'appelle The Basement. C'est une émission où je dialogue avec les personnes derrière les épisodes. Des experts sur des sujets fascinants comme les Templiers, le voyage dans le temps, le canular lunaire, JFK, la technologie des ovnis, la conscience quantique, toutes sortes de sujets variés. Si vous voulez voir quelqu'un dans l'émission, dites-le moi. Je cherche toujours de bons invités.